2010, dans les locaux de la CEI, nous recevons un de ses acteurs principaux, Damana Picasse, commissaire central de la CEI. Bienvenue à vous, cher invité. Merci. Bonjour. Afin de plonger tout le monde dans le sujet, je propose qu'on revoie ces images de scoop qui ont fait le tour des médias internationaux. On va regarder, par la suite, on va commenter. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Voilà. C'était un résumé fait par notre confrère Mambouabé. Damana Picasse, la question que l'on se pose après avoir regardé ces images-là, c'est bien évidemment pourquoi en êtes-vous arrivé à une telle scène, vous me donnez ainsi un spectacle. Ok, merci M. Herman Aboua. Je suis sur ce plateau en tant que commissaire central de la CEI et je suis sous serment. Voilà. Nous avons prêté serment pour accomplir une mission publique au profit de l'État du Côte d'Ivoire, au profit des Ivoiriens. Et nous avons cette obligation-là de dire exactement la vérité et de faire notre travail en toute conscience. C'est vrai que vous n'êtes pas dans les locaux de la CEI. Oui, je ne suis pas dans les locaux de la CEI, mais cette obligation de réserve me poursuit partout. Okay, même après la cessation de ma mission au sein de la CEI. Allez-y. Mais vous savez, la situation que nous vivons est tellement grave que l'État en lui-même est en péril. Et il n'y a pas d'intérêt au-dessus de l'intérêt de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je voudrais d'abord faire ces précisions, okay, voilà, pour que ce soit bien clair. Okay, voilà. C'est pourquoi nous avons décidé, en toute responsabilité et en connaissance de cause, de venir dire exactement, voilà, pas pour défier cette obligation de réserve, mais de venir dire exactement, au nom de la soif d'information du peuple de Côte d'Ivoire, de venir dire exactement ce qui s'est passé pour que chacun soit situé. On revient à la question alors. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces images-là? Pour ces images, comme vous avez pu le constater, avec les explications données par le commissaire Topa, les résultats qui s'apprêtaient à être proclamés par le porte-parole M. Bamba Yacouba n'avaient pas été tous consolidés par la commission centrale de la CEI. Voilà. Ce jour-là, nous avons travaillé de 8 heures jusqu'à pratiquement 18 heures. Voilà. On a pu consolider certaines régions, certains départements. D'autres, par contre, avaient fait l'objet de dissensions graves. Il n'y avait pas d'accord sur ces régions-là. Et donc, on a été surpris, en tout cas en commission centrale, d'apprendre que M. Bamba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats. Moi, personnellement, j'ai interrogé la commission centrale. Est-ce que les commissaires sont informés de ce que M. Bamba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats? En tout cas, dans l'ensemble, tout le monde a marqué son étonnement. Dans ce cas, j'ai proposé qu'on aille chercher M. Bamba Yacouba pour qu'il vienne, pour que nous puissions confronter les résultats qu'il a. Est-ce que c'est ceux sur lesquels nous sommes tombés d'accord? Est-ce que les chiffres sont exacts? Pour que toute la commission centrale soit au même niveau d'information avant que la proclamation ne se fasse devant les médias. Mais comme personne ne semblait se mouvoir, personne ne semblait bouger, nous avons donc décidé, le commissaire Topa et moi, d'aller à la rencontre de M. Bamba. Et donc, en partant rencontrer M. Bamba Yacouba, c'était pour lui demander sagement de venir pour qu'ensemble, au niveau de la commission centrale, nous puissions vérifier ce qui a été proclamé. Malheureusement, il n'a pas voulu entendre raison et la scène qui s'est produite s'est produite. La scène s'est produite, on parle de résultats à consolider. En quoi cela consiste en réalité? Vous savez, lorsque les commissaires vont en mission, voilà, lorsqu'ils vont superviser les élections dans les régions, lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils fassent un exposé. Ils font un exposé devant la commission centrale, voilà, qui vérifie les chiffres, qui vérifie le suffrage exprimé, qui vérifie le score des différents candidats, qui analyse aussi les conditions dans lesquelles
le scrutin s'est déroulé, vérifie les PV, les signatures, les procès-verbaux, les procès-verbaux, les signatures des représentants des candidats, voir en fait si le scrutin s'est déroulé normalement. Et s'il y a des zones d'ombre, on demande au commissaire superviseur d'approfondir la réflexion là-dessus. Voilà. Donc c'est ce travail-là auquel nous nous livrons en commission centrale. Et une fois que ce travail est achevé, nous présentons les résultats que nous avons aux représentants des candidats. Voilà, pour leur montrer, pour qu'ils puissent aussi prendre connaissance de ce qui a été fait. Et donc c'est après ça que nous procédons maintenant à la validation et nous annonçons ça au public. Voilà en quoi consiste le travail de consolidation des résultats. Et cette procédure-là n'a pas été respectée dans cette façon de proclamer les résultats par Baba Yacouba, le porte-parole? Oui, comme je le disais, comme je l'ai dit tantôt, nous avons travaillé toute la journée du mardi. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de régions. Sur d'autres, par contre, nous ne sommes pas tombés d'accord. Et quand c'est comme ça, on approfondit la réflexion, on approfondit les discussions. Et on recourt même souvent à l'arbitrage du président de la CEI. Voilà. Et ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Et donc, nous avons été surpris d'apprendre que M. Bamba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats. Mais quels résultats il va proclamer? Est-ce les résultats sur lesquels il y avait dissension? Est-ce les résultats que nous avons consolidés? Nous ne savons pas. Nous n'avons été informés de rien du tout. Vous savez, avant même que les résultats ne soient rendus officiels, tous les commissaires centraux que nous sommes avons une copie de ces résultats-là. Avons une copie de ces résultats. En l'espèce, nous n'avions rien reçu. C'est pourquoi nous avons marqué d'ailleurs notre étonnement. Mais pour mieux comprendre notre réaction, il faut remonter même à la veille, le lundi. Le lundi, M. Bamba Yacouba avait, de façon unilatérale, procédé à la proclamation des résultats de la diaspora, sans avoir même à informer la commission centrale dans son ensemble. Moi, je suis arrivé du moyen Komoué ce même lundi. En principe, suivant le mode opératoire que nous nous sommes donné nous-mêmes, il était question, en arrivant de mission, de trouver un dossier, voilà, où il y a tous les résultats classés pour chaque commissaire central, pour que nous soyons au même niveau d'information. Voilà. Quand nous sommes arrivés, effectivement, ce travail n'avait pas été fait. Voilà. Donc, M. Bamba Yacouba a pris sur lui la responsabilité unilatérale de proclamer les résultats de la diaspora. Et j'ai encore interpellé la commission centrale sur les risques que cette façon de faire nous exposait, nous tous. Parce que les résultats sont quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement sensible. Pour que dans ce contexte-là, un individu, fût-il porte-parole ou commissaire, puisse s'arroger le droit d'aller proclamer des résultats sans même un minimum de consolidation. Les représentants des candidats n'ont même pas eu connaissance de ces résultats. Certains même avaient commencé à protester parce que les résultats qu'ils avaient n'étaient pas en conformité avec ce que M. Bamba Yacouba a proclamé. Voilà. Et c'était pour éviter ce genre de situation que la CEI s'est donné les moyens de garantir la transparence, la justice dans tout ce qu'elle faisait. Et cela a été fait en violation du mode opératoire que nous nous sommes proclamés. Et j'ai attiré l'attention de la commission centrale là-dessus. Pour dire, attention, si ça persiste, on risque d'avoir des problèmes. Voilà. J'ai bien envie de savoir le mode de fonctionnement admis au sein de la commission centrale. Quelle est la voie de délibération que vous avez choisie pour consolider les résultats, pour les valider? Oui, le mode, vous voulez parler du mode de décision. Le mode de décision. Voilà, le mode de décision, il faut dire que c'est la voie du consensus. Voilà, c'est la voie du consensus. Vous savez que nous traversions des moments de turbulence. Voilà. Et puis, eu égard à la composition de la commission électorale indépendante qui n'était pas équitable, pour que les choses se fassent avec l'accord, l'assentiment de tous et que tous les commissaires se retrouvent pleinement dans ce qui est fait, on a décidé de façon autonome d'utiliser le mode consensuel comme mode de prise de décision. Voilà. C'est-à-dire que lorsque une question est posée en commission centrale, nous débattons. Nous débattons et ça prend le temps que ça prend pour, je dirais, pour parvenir à un minimum d'accord. Voilà. Et c'est lorsque cet accord-là est obtenu, donc, que nous validons, que nous prenons la décision. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné
et sur les questions post-électorales, les questions d'enrôlement, des listes électorales. C'est vraiment ce mode-là qui a présidé aux prises de décision. À ce niveau-là, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la composition même de la CEI. On va peut-être parler de l'organe central, la commission centrale, et puis parler un peu des démembrements. Quelle est la qualité de chaque membre de cette commission-là? Et puis, par quel procédé ces membres ont été choisis? Oui, il faut dire que nous sommes 31 commissaires centraux qui avons été nommés par décret du président de la République. Nous représentons des groupements politiques, signataires de l'accord de Marcoussis, les mouvements rebelles, voilà, à savoir le MPIGO, le MPCI. Des mouvements de l'ex-rébellion. Voilà, des mouvements de l'ex-rébellion. C'était admis comme ça avant. Voilà, c'était admis comme ça. Donc on a 2 représentants du MJP, 2 représentants du MPIGO, 2 représentants du MPCI, 2 représentants du RDR, 2 représentants du MFA, 2 représentants du PDCI, et 2 représentants de l'UDCI, 2 représentants de l'UDPCI, 2 représentants du FPI. Oui, ça c'est en ce qui concerne le groupement politique. Et puis il y a aussi les institutions de la République qui sont l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, un représentant, le président de la République, un représentant, le ministère de l'Intérieur, 2 représentants, le ministère de la Défense, un représentant, le ministère de l'Économie et des Finances, un représentant, puis les groupes sociaux professionnels organisés, tels que le Conseil supérieur de la magistrature, 2 représentants, le barreau, 2 représentants. Je crois que le compte y est. Quand on arrive là, on arrive au 2e tour, on voit il y a 2 partis, 2 camps ensuite, vous voulez bien opposer, le camp RHDP, le camp LMP. Si on veut parler en termes plus c'est un des groupements politiques qui composent la CEI, quelle est la balance? Oui, il faut dire que au sein de la CEI. Oui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CEI, sous cette conception, sous cette balance-là, est fortement dominée par le RHDP. C'est ce qui traduit l'absence de consensus sur certains points Oh non, justement, c'est ce qui a fait que on a décidé de délibérer par voie de consensus. Parce que si on choisissait d'autres voies, telles que la votation par exemple, voilà, les dés seraient pipés au départ. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des crises, pour qu'il y ait des palabres, que nous avons décidé au maximum d'utiliser la voie du consensus, du débat interne, de la discussion interne. Parce qu'on se dit qu'avec la force de l'argumentation, on peut amener les positions même les plus irréductibles à progresser vers un accord minimal. Ok. Qu'est-ce qui a donc posé problème? Ce qui a posé problème, comme je l'ai dit, c'est la violation, voilà, du mode opératoire que nous sommes nous-mêmes imposés. Voilà. Nous sommes imposés. On a dit, avant que les résultats ne soient proclamés, il faut que ces résultats-là fassent l'objet d'accords, ce qu'on appelait la consolidation. Et ça, au premier tour, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il n'y a pas eu de problème. Voilà. C'est comme ça qu'on a travaillé et il n'y a pas eu de problème. Il faut que ces résultats fassent l'objet d'accords, de consolidation de la part de l'ensemble des commissaires centraux. Voilà. Après la consolidation, voilà, il fallait maintenant croiser le résultat de nos travaux qui sont manuels, qui sont physiques, avec la transmission électronique. Gérée par l'opérateur technique SILS. Voilà. Il faut dire qu'on a adopté ces 2 méthodes de travail, la méthode manuelle et la méthode électronique, pour aller un peu vite. Donc, lorsque nous finissons au niveau de la commission centrale, nous croisons maintenant les résultats de nos travaux avec ceux de l'opérateur technique SILS, qui lui a opté pour s'occupe du volet transmission électronique. C'est après ça que nous procédons maintenant à l'arrêt des résultats définitifs qui sont proclamés. Voilà, provisoirement. Qui sont quand même proclamés provisoirement. Avant d'arriver au contentieux, en ce qui concerne les localités à problème sur le territoire ivoirien, je voudrais qu'on parle du scrutin des Ivoiriens de France. Pourquoi, au premier tour comme au 2e tour, l'on a invalidé au sein de la CEI les résultats, le vote de France? Au premier tour, on a invalidé le vote dans toute la France parce que simplement, et cela au regard du rapport à nous présenté par
le commissaire superviseur, M. Bamba Yakouba, qui est le porte-parole de la CEI, au regard de ce rapport, il nous a dit qu'il y avait des violences, il y a eu des violences d'une extrême gravité dans les bureaux de vote à Paris. Voilà. Et donc, c'est ce qui a entraîné l'invalidation du scrutin dans toute la France. Et on arrive au deuxième tour, le scrutin en France aussi est invalidé. Oui. On n'a pas réglé le problème qui se posait pour préparer un bon deuxième tour au niveau de la France? Oui, enfin, je ne suis pas le superviseur de la France. Il faut dire qu'on n'a pas eu l'occasion même de débattre de la question de la France. Et donc, on a été mis devant les faits accomplis. Voilà. On a été mis devant les faits accomplis. Et au second tour, à la fin de la proclamation des résultats de la diaspora, nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que ceux de la France n'y figuraient pas encore. Voilà. Et aujourd'hui, moi, en tant que commissaire central, si vous me demandez pourquoi les résultats ont été invalidés dans toute la France, je ne saurais vous le dire. Comment ça? Voilà. Parce que simplement, on n'a pas été informé. Ça a été fait à notre insu. Ça a été fait à notre insu. Voilà pourquoi je disais qu'il y a eu des choses pas trop claires. Voilà. Il y a eu des pratiques pas trop claires. Ça a été fait à notre insu. Bon. Mais supposons un seul instant qu'il y ait effectivement, comme l'a présenté notre commissaire superviseur, qu'il y ait des violences dans les bureaux de vote de Paris. Mais au minimum, qu'on invalide le scrutin uniquement dans ces bureaux de vote. À Paris? À Paris. Mais pas dans toute la France. Parce que la France, il y a plusieurs lieux de vote. Tels que Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, où le scrutin s'est déroulé normalement, sans problème. Mais pourquoi, pour le simple fait qu'il y a des troubles dans certains bureaux de vote, dans un pays comme la France, on invalide tout le scrutin de la France? Nous n'avons pas compris ça. Nous n'avons pas compris ça. Nous avons demandé des explications, on ne nous les a pas fournies. Voilà. Est-ce la même jurisprudence que vous réclamiez pour les localités à problème sur le territoire ivoirien? Bon, il faut dire que, effectivement, on a été mis devant le fait accompli au niveau de la France. Et donc, nous avons pris acte de cela. Voilà, nous avons pris acte de cela. Donc, quand on a commencé à analyser les résultats, région par région, quand les commissaires superviseurs revenaient des missions, effectivement, on n'est pas tombé d'accord sur certaines régions, notamment les régions du Nord, de la vallée du Badama et du Nord. Là où le rapport des observateurs internationaux, le rapport même des membres du CCI, là où on a eu des témoignages, des images qui ont attesté d'une violence extrême, qui ont attesté de violences graves, qui ont attesté de menaces et qui nécessairement ont eu un impact sur la sincérité du scrutin. Nous avons dit, pour un fait de ce genre-là, il n'est pas normal que nous puissions fermer les yeux là-dessus. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la CEI qui organise et supervise les élections. C'est la CEI qui convoque à travers le décret du président de la République les Ivoiriens, le collège électoral, au vote. Voilà. Et la CEI a pour mission d'organiser des élections justes, transparentes, libres, sincères et démocratiques. Cela suppose que l'environnement électoral... C'est un slogan des premiers tours. Oui, cela suppose que l'environnement électoral nous préoccupe beaucoup. Et nous avons cette obligation-là d'organiser des élections dans un climat apaisé, dans un environnement sécurisé. Voilà. On ne peut pas convoquer des électeurs à un vote, à un scrutin, et puis, au sortir de ce vote-là, on voit des gens qui ont été amputés d'un bras, on voit des gens qui ont été poignardés, on voit des gens qui ont reçu des impacts de balles réels, et puis fermer les yeux là-dessus. Ce n'est pas responsable de la part de la CEI. Ce n'est pas responsable de la part. D'autant plus que ces violences-là ont contrarié l'équité, la transparence, la liberté et la sincérité du scrutin. À partir de cet instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu vote dans ces zones. On ne peut pas dire qu'il y a eu élection dans ces zones.
Voilà. Donc, voici ce qui a entraîné un peu le blocage au niveau de la commission centrale. Certains commissaires avaient souhaité qu'en dépit des violences qui sont évidentes, en dépit des menaces, en dépit des bourrages d'urnes, on puisse tout enregistrer, voilà, comme une lettre à la poste, et puis faire passer ça. Certains ont dit non. Non. Le raisonnement peut apparaître logique, mais au nom de ce que nous avions pour responsabilité d'organiser des élections apaisées, des élections sécurisées, justes, transparentes et équitables, on ne peut pas passer là-dessus. Surtout que la veille, la CEI elle-même a invalidé certains résultats pour violence, notamment les résultats de France. La CEI a invalidé ces résultats pour violence dans le bureau de vote de Paris. On ne comprend pas ce qui a pu se passer entre lundi et mardi pour que pour une même situation, la CEI ait deux comportements différents. On ne nous a pas donné cette réponse. Voilà. Et c'est ce qui a vraiment créé le blocage, puisque aucune partie ne voulait faire des concessions. Mais je dirais que nous avons agi en référence de ce qui a été fait la veille. Voilà. En le faisant, ils ont créé une jurisprudence. Voilà. Une jurisprudence qui nous a servi à régir les situations qui sont arrivées postérieurement. Donc, voici un peu pourquoi on n'a pas pu nous entendre, pourquoi on a été bloqué dans notre fonctionnement, jusqu'à ce que nous soyons fort clos. Certains parlent aussi de près de 2000 procès-verbaux qu'aurait refusé le logiciel de SIS, l'opérateur technique, prévu pour le comptage électronique. Qu'en est-il en réalité? Oui, effectivement, 2000 procès-verbaux n'ont pas pu être enregistrés par le logiciel de SIS. Certainement des procès-verbaux frauduleux, parce que le logiciel est conçu de telle sorte que quand il y a des fraudes dans un bureau de vote, le logiciel le refuse. Voilà. Donc 2000 PV ont été rejetés par le logiciel de SIS. C'est pourquoi on n'a même pas eu l'occasion de confronter les résultats manuels avec les résultats électroniques produits par SILS. Voilà. Produits par SILS. Au niveau de la commission centrale, on a prétexté que SILS avait été défaillant. Et plus tard, on s'est rendu compte que SILS même avait écrit un courrier de protestation parce qu'il avait été empêché dans certaines localités même de travailler. Et c'est plus tard, après les fouilles, les recherches, que nous avons découvert ce courrier. Or, le mode opératoire commandait qu'on puisse confronter, qu'on puisse croiser les chiffres manuels, physiques des commissaires centraux avec les chiffres électroniques de SILS. Et c'est à partir de ce croisement qu'on aurait les résultats définitifs à proclamer devant la nation. Mais ça n'a pas été fait. Et ces 2000 PV qui n'ont pas été reconnus, voilà, par le logiciel du SILS, je pense que c'est ce qui donne la majoration de près de 620 000 voix au profit d'un candidat. 620 000 voix qui sont sorties de nulle part et qui ont visiblement faussé la sincérité du scrutin. C'est ce qui fait influence sur le taux de participation. Mais bien sûr, parce que à Abengourou, entre midi et 14 h, quand je faisais le point du taux de participation, on était à 60%. On était à 60%. Donc quand on boucle le scrutin à 18 h, effectivement, le taux de participation aussi entre 69 et 70%. Et c'était les chiffres du départ. Voilà. Je crois qu'à 15 h même, le jour du scrutin, le lendemain, ou je ne sais plus, le vice-président Amadou Soumarou est revenu sur 70%. Voilà, 70% du taux de participation. Et nous sommes surpris, et nous reviendrons dessus par la suite, que dans les résultats qu'on proclame, on est à 83%, soit 13 points. Okay, je voudrais qu'on regarde pour nous en convaincre et ce document réalisé par notre confrère Mambo Abe. Assovier Biti Raymond, qui est le réalisateur, s'il est prêt, il peut nous proposer ce reportage signé Mambo Abe. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'était un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire,
un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Mamboawe qui avait fouillé ce document. C'était bien avant que le président du Conseil constitutionnel ne proclame les résultats définitifs. Je voudrais vous demander, Damana Picasse, en tant que commissaire central de la CEI, que vous inspirent ces images que vous venez de voir, ces faits-là? Oui, mais ça confirme un peu ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Sur le fait que le scrutin au centre, dans la vallée du Bandama, et dans le nord, il ne s'est pas déroulé selon les règles de l'art. Voilà. Il y a eu des violences, il y a eu même des bourrages d'urnes. Voilà. Il y a eu des bourrages d'urnes au profit d'un candidat et ça a donné ces scores-là que malheureusement leurs auteurs n'ont pas pu mettre en adéquation avec le suffrage exprimé. Voilà. Donc c'est un peu dans ces conditions-là que s'est déroulé le scrutin dans le Nord. Et donc, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un vote sincère, un vote libre, un vote transparent et démocratique. Et dans le cas d'espèce, je crois que le Conseil constitutionnel a fait le travail qu'il fallait. Comment se déroule, comment on peut vérifier ces irrégularités dans les faits? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut bourrer des urnes dans un scrutin? On a envie de bien comprendre cela. Comment ça peut se faire? Mais écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de bourrage d'urne. Voilà, mais je veux dire que... Juste un avis, hein, juste un avis. Oui, c'est des choses qui se font, qui sont faisables. En ce qui concerne le cas de la vallée du Bandama et des zones du Nord, par exemple, moi, en milieu d'après-midi, on m'a signalé depuis ma mission à Yamoussoukro que les représentants du candidat Laurent Gbagbo avaient été vidés des bureaux de vote. Ils ont été vidés des bureaux de vote. Il n'y avait ni représentant de Gbagbo Laurent dans les bureaux de vote. Et donc, le champ était donné libre, voilà, aux hommes de Ouattara de faire ce qu'ils veulent. Donc, vous savez qu'en la matière, voilà, quand il n'y a plus de représentants, quand il n'y a plus de surveillance crédible, parce que ce qui crédibilise aussi tout ce que nous faisons, c'est que ça se fait sous l'autorité, sous le regard vigilant des représentants des candidats, voilà, qui à la fin apposent leur signature pour matérialiser que ce qui s'est fait de façon transparente. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne Bouaké, les représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été chassés, pourchassés, ces électeurs même ont été violentés. Et donc, c'était un vote, un scrutin à sens unique. À sens unique. Donc, c'est des choses qui sont faisables, c'est des choses qui sont possibles. Et je crois que ce n'est pas la première fois que ça se fait, M. Herman Aboua. Vous êtes en Côte d'Ivoire ici,
vous avez aussi des pratiques dans le parti unique. Voilà, donc ce qui s'est passé là n'est pas loin du parti unique. Pendant vos discussions de délibération, de consolidation des résultats provisoires, quelle était la position de votre président? On a bien envie de savoir quel avis... Oui, le président, en tout cas, il était très serein, très impartial comme à son habitude. Voilà, mais il n'a pas assisté aux délibérations. Il n'assistait pas, il était retranché dans son bureau. Voilà, donc, quand nous sommes avancés sur certains dossiers, il vient de temps en temps voir le niveau d'avancement des travaux et puis bon, il s'est retiré dans son bureau. Donc le président lui-même n'a pas assisté en tant que tel aux délibérations. Il n'a pas assisté en tant que tel jusqu'à minuit, ce mercredi 1er décembre 2010. Non, jusqu'à peu avant minuit, jusqu'à peu avant minuit, alors que nous n'avions pas encore fini de travailler. Voilà, nous n'avons même pas encore fini d'analyser toutes les régions. Nous avons appris que les résultats du deuxième tour étaient livrés sur certaines chaînes étrangères. Et cela avait pour effet de créer un peu la confusion. Donc nous avons fait venir le président et nous lui avons soumis cette situation. Et la commission centrale a demandé au président d'aller faire un démenti. Et c'est ce démenti qui a été fait. Voilà. Ce démenti qui a été fait, vous avez pu le constater peu avant minuit, le président venir librement dire qu'à la face de la nation, que la CEI n'avait pas encore proclamé de résultats. Et que les résultats qui paradaient en ce moment sur certaines chaînes n'étaient pas ceux de la CEI. Et il a appelé les Ivoiriens au calme, parce que nous étions toujours en train de travailler. Assovier, si vous êtes prêt au niveau de la régie, je voudrais qu'on revienne sur cet élément où nos confrères, sur lequel nos confrères Thomas Banchi étaient en train d'interroger le président de la CEI, Youssouf Bakoko. C'était à 1 heure avant minuit. Merci. Je voudrais d'abord remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patient, d'être compréhensif et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Vous laissez le temps, mais à minuit, le délai de 3 jours, est-ce qu'il est extensible? Écoutez, il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit, donc nous continuons de travailler. Il y a eu quelques petits incidents hier par rapport à la proclamation de certains résultats et par rapport à la contestation de certains commissaires. Oui, nous avons travaillé à faire en sorte que la paix revienne au sein de la commission. Et nous continuons de faire ce travail. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes encore en train de poursuivre nos délibérations, lesquelles délibérations doivent être acquises par consensus. Donc voilà le travail que nous faisons. C'est vrai que hier, il y a eu quelques actes regrettables, mais aujourd'hui, tout semble aller normalement. Monsieur le Président, la question de minuit a été posée. Est-ce qu'après minuit, la CEI a encore la compétence de proclamer les résultats? Je vais vous répondre qu'il n'est pas encore minuit. Merci. L'information n'aime pas le vide et la rumeur se développe. Certaines radios et chaînes étrangères parlent de résultats annoncés par la CEI à cette heure. Qu'est-ce que vous en dites? Je viens de vous répondre que nous poursuivons notre travail. Cela signifie
que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Merci. C'est bon là. Voilà, Damana Picasse, commentaire après cette interview qu'on vient de revoir, cette interview que Youssou Bakako a accordée à notre confrère Thomas Baenchi. Oui. C'était à 1 heure du délai prévu par la Constitution. Oui. Qu'est-ce que cela vous suscite comme commentaire? Non, cela traduit effectivement la réalité de la situation que j'ai décrite tantôt. Ça veut dire que ce que je dis n'est pas surréaliste, ce que je dis n'est pas mensonger. C'est exactement la vérité, puisque ça vient d'être attesté par le président. Voilà. Et donc, c'était en guise de démenti formel au résultat, au supposé résultat que certaines chaînes étrangères avaient commencé à proclamer. Voilà. Mais ce n'est pas détachable de ce qui se passe actuellement. Voilà. Puisqu'on était encore en pleine délibération. On n'avait pas encore de résultats définitifs. Enfin, définitifs à livrer aux populations. Et déjà, certaines chaînes étrangères balancent des informations. Sur quelle base, on ne sait pourquoi. De nature à créer le doute, le trouble, la confusion dans l'esprit des populations. Et c'est ce que le président Bakayoko a rectifié en apportant ce démenti, qui est un désaveu aussi cinglant à toutes ces chaînes qui suivaient pour leurs pays respectifs le scrutin électoral en Côte d'Ivoire. On a entendu dire ici et là qu'il aurait été séquestré et empêché de donner les résultats avant le délai. Est-ce que ça a été, c'est le cas? Mais vous avez vu M. Bakayoko en train de parler à 23 h, libre dans son bureau. C'était en direct, je précise. Libre dans son bureau. Voilà. Il n'y a pas eu, je pense que c'est pas la vérité, c'est pas des choses justes dont il ne faut pas tenir compte. M. Bakayoko, durant tout ce temps, en tout cas, a travaillé en toute sérénité, en toute liberté. Et là, vous le voyez, il était très à l'aise, il n'y avait aucune pression. Et c'est sur recommandation de la commission centrale qu'il a apporté ce démenti. Voilà. Et donc, on a toujours travaillé avec les gendarmes qui surveillent la CEI. Voilà, ils sont aux ordres de M. Bakayoko et il n'y a personne n'est venu le menacer, personne n'est venu lui intimer quelque ordre que ce soit. Voilà. La commission, sur ce plan, vraiment a travaillé dans la liberté, dans la clarté et dans la sincérité, sans aucune forme de pression. Bon, jusqu'à minuit, ce mercredi 1er décembre 2010, vous n'arrivez pas encore à tomber d'accord sur certains résultats provisoires. Qu'avez-vous retenu pour la suite au sein de la commission centrale, d'autant plus que le délai de 3 jours prévu par la Constitution était arrivé à expiration? Bon, il faut dire qu'effectivement, à l'expiration du délai de 112 heures, qui est un délai constitutionnel, le vice-président Amadou Soumoro, RDR, qui présidait les délibérations, la séance de travail, a fait venir le président pour que, ensemble, nous puissions constater que à minuit passé, nous avons été dans l'incapacité de donner les résultats du deuxième cours du scrutin présidentiel. Et il a résumé la situation vraiment en toute objectivité. Ça, c'était à quelle heure? Ça, c'était à minuit passé quelques minutes. Voilà, minuit passé quelques minutes. Et il a résumé la situation en toute objectivité. Il a dit au président que nous avons travaillé toute cette journée. Nous sommes tombés d'accord sur certaines régions, 14 notamment. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur 5 qui font l'objet de dissensions graves. Et donc, il voulait soumettre ce constat-là au président Bakayoko afin que nous puissions en tirer les conséquences. Voilà. Et donc, il a fait le résumé de ce que nous avons fait en toute objectivité. Voilà. Il était question maintenant que cela soit sanctionné par un procès verbal. Voilà. Un PV de carence, puisque nous avons été dans l'incapacité de pouvoir donner les résultats. Voilà. Donc, le président a demandé à un de ses à l'un de ses secrétaires permanents adjoints, M. Bayoro, de faire une ébauche de procès verbal que nous allions valider le lendemain à 9 h. Voilà. Donc, il était question, lorsqu'on se séparait
ce mercredi, minuit passé, il était question que la commission centrale, dans sa totalité, se retrouve le lendemain, jeudi, au siège de la commission, pour adopter le PV de carence et transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel. Voilà comment nous nous sommes séparés ce mercredi. Que s'est-il passé par la suite? Vous êtes passé à cette rencontre? Par la suite, effectivement, le jeudi, on ne nous a pas appelés. On ne nous a pas appelés, mais vous savez, dans ces périodes, il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, le réseau peut faire que vous pouvez rester injoignable. Donc, chacun a pris la responsabilité de se rendre au siège de l'institution. Donc, effectivement, à 10 h, un certain nombre de commissaires étaient présents à la CEI. Mais il n'y avait pas de président. Le président Bakayoko n'y était pas. Voilà. Et par la suite, on a appris qu'il était au Golfe, à l'invitation du Premier ministre, pour échanger avec lui. On n'a pas trouvé cette situation anormale. Que le président de la CEI, président d'une institution, aille faire le point au Premier ministre, qui est garant de la sortie des crises. On n'a pas trouvé cela du tout suspect. Ça rentre dans le fonctionnement normal des institutions. Donc, on a attendu qu'il revienne. Donc, on était en place. Midi, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, pas de président. Et c'est en ce moment qu'on apprend sur des bandes de roulant de certaines chaînes étrangères que la CEI a proclamé des résultats. Mais quel résultat la CEI a proclamé? Quel résultat? On se pose la question. On se pose la question. Mais parce que nous, on continue toujours d'attendre le président. On continue toujours d'attendre le président. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que des chaînes annoncent des résultats de la CEI que nous ignorons totalement? Voilà. Et je voulais dire qu'il ne revient pas au président, encore moins à un commissaire, voilà, pris individuellement de proclamer les résultats d'une élection présidentielle. Non. Il ne revient pas au président de le faire. C'est la commission centrale, qui est l'organe exécutif, qui est chargé de proclamer les résultats. C'est-à-dire l'ensemble des 31 commissaires qui proclament les résultats. Qui validait par signature. Voilà. Et chaque commissaire a une copie de ces résultats. A le procès verbal des travaux. Et a une copie de ces résultats. C'est comme ça, ça s'est passé au premier tour. Vous nous avez vus tous derrière M. Bakayoko. Vous nous avez tous vus réunis autour de lui et il proclamait les résultats. C'est comme ça, ça se passe. Au siège de notre institution et devant la télévision nationale. Ce qui s'est passé. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de résultats. En tant que commissaire central, je n'ai pas les résultats de la CEI. Je ne les ai pas. Je n'ai pas les résultats du scrutin. Je ne les ai pas. Et je lui dis en tout cas, demandez à n'importe quel commissaire, on n'a pas les résultats. Quels résultats M. Bakayoko a proclamé? Nous n'en savons. Nous n'en avons aucune idée. J'ai envie de retourner à vos délibérations. Vous étiez à quel niveau de résultats et qui devançait qui lorsque vous vous êtes entendu sur certains résultats sur les provisoires? 14 régions qui n'ont pas fait, qui ont fait l'objet de consensus, voilà. Sur les 14 régions qui ont fait l'objet de consensus, M. Laurent Gbagbo était largement en avance sur son adversaire. Était largement en avance sur son adversaire. Voilà. Les 5 autres qui n'ont pas été, qui ont fait l'objet de dissensions, de débats, on ne les a pas consolidés et donc on ne peut pas savoir exactement, voilà, ce qu'ils donnaient comme résultat. Donc aujourd'hui, vous vous fiez à quel résultat? Non, aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Voilà. Aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Je le dis, la commission électorale indépendante a été malheureusement défaillante. Elle a été défaillante. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, personnellement, j'ai un grand respect pour le président de la commission. Voilà. C'est un grand homme qui a assumé des responsabilités importantes et je veux dire qui est très modéré, et qui tient compte de tout le monde, qui écoute tout le monde. En tout cas, le président idéal. Est-ce que vous avez de ces nouvelles, vous les commissaires? Et donc aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle du président. Et on continue de l'attendre pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. On continue d'attendre M. Bakayoko.
il nous doit des explications. On annonce que c'est lui qui a annoncé les résultats. L'a-t-il fait de son propre chef? L'a-t-il été contraint? A-t-il été contraint de le faire? Nous n'en avons aucune idée. Il faut qu'il nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels résultats il a donné? Comment il a eu ces résultats? Comment il les a donnés? Et pourquoi il s'est retrouvé dans un hôtel qui savait être le QG d'un candidat? Mais les commissaires centraux pro-RHDP étaient-ils avec lui? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Et c'est pourquoi il faut qu'il vienne étancher ma soif d'information. Il faut que je sache ce qui s'est passé en tant que commissaire central. La Côte d'Ivoire nous a confié une mission d'intérêt national. Et il est important qu'on puisse dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Que Bakayoko vienne expliquer, le président Bakayoko vienne expliquer exactement ce qui s'est passé. Oui, et nous continuons de l'attendre pour qu'il nous explique. Nous n'avons pas de résultats et on apprend qu'il a de... Quels résultats? Nous n'en savons rien. Mais cette situation a pour conséquence de jeter la Côte d'Ivoire dans un moment d'incertitude, de doute. Et vous voyez, c'est tout ce que ça entraîne. Je voudrais là-dessus que vous dites un mot. La communauté internationale reconnaît que les résultats proclamés par le président de la CEI, vous, en tant que membre de la commission centrale de cette CEI-là, comment vous voyez c'est même pas en tant que membre, c'est en tant qu'être normal, d'abord. En tant qu'être normal qui a toutes ses facultés, on ne peut pas prendre acte, sinon on ne peut pas valider des élections qui ne sont que provisoires. Si vous avez toutes vos capacités intellectuelles, des résultats, voilà, vos capacités intellectuelles, morales en place, vous ne pouvez pas prendre acte des résultats qui ne sont que provisoires. Mais enfin, là, dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, interviennent. Il y a la commission électorale indépendante qui organise et supervise et qui donne les résultats provisoires. Et il y a le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs après avoir analysé effectivement les requêtes. Le Conseil constitutionnel est juge des élections en Côte d'Ivoire. Il est juge des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce Conseil constitutionnel, à qui la CEI a transmis la liste des 20 candidats, des 20 personnes qui ont fait acte de candidature, et qui en a retenu 14 pour la compétition finale. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce même Conseil constitutionnel qui a validé le résultat du premier tour, qui a proclamé les résultats définitifs, qui a proclamé les résultats définitifs du premier tour, alors qu'il y avait une requête de M. Henri Konan Bédié qui a été jugée irrecevable, et donc qui a validé les résultats du deuxième tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'au deuxième tour, on puisse nier à cette institution son pouvoir régalien de donner les résultats définitifs du second tour. On apprend ici, oui, que le Conseil constitutionnel est dirigé par un ami de Gbagbo. Donc, ça veut dire ce qu'il dit n'est pas crédible. Oui, le Conseil constitutionnel est dirigé par un proche de Gbagbo, donc ce qu'il dit n'est pas crédible. Mais si on veut raisonner comme ça, on ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale indépendante. Parce que c'est dirigé par un militant du RHDP. M. Youssou Bakayoko est militant du PDCI. Et c'est à ce titre qu'il est président de la commission électorale indépendante. Si on veut raisonner ainsi, il y a une certaine catégorie d'Ivoiriens qui ne va pas reconnaître les résultats de la CEI. Parce que simplement, c'est donné par un militant du PDCI. Mais vous voyez, il faut qu'on fasse attention. Voilà. Il faut qu'on fasse attention et qu'on ne soit pas léger comme ça dans l'appréciation des situations. Voilà. Je voudrais qu'on termine avec cette question-là. Comment vous, Damana Picasse, commissaire central de la CEI, vous voyez la sortie de cette sorte d'impasse que traverse la Côte d'Ivoire? Oui, mais ce que je voulais dire, je voulais revenir un peu sur la question passée. Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale souhaite que M. Laurent Gbagbo nomme ses adversaires dans les emplois supérieurs de l'État. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi on peut dénier à un président de la République, qui est président légitime et qui est titulaire de la signature, le droit de nommer qui il veut aux emplois supérieurs de l'État. Mais quand on prend les États-Unis et on parle de l'administration Barack Obama, c'est parce qu'il est le président des États-Unis et à ce titre, il va en guerre. Je veux parler de guerre, c'est-à-dire dans la gestion des affaires de l'État. Il y va avec ses amis, avec ses proches. Vous répondez à quelle question là? Je réponds à la question qui discrédite le Conseil constitutionnel parce que simplement le Conseil constitutionnel est dirigé par M. Yaoundé qui est un proche du président de la République. Je réponds à ça. Je veux dire que dans un État, le chef de l'État nomme celui qu'il veut. Voilà. Et c'est pourquoi aux États-Unis, on parle de l'administration Barack Obama. En France, on parle de l'administration Sarkozy. Voilà. En Côte d'Ivoire, on parle de l'administration Gbagbo. Mais il s'agit d'un organe de juridiction suprême. Oui, mais c'est tout ça qu'on appelle les institutions de la République, les hautes fonctions de l'État. Voilà. Au Conseil constitutionnel en France, c'est bien la signature de Sarkozy qui fait d'un citoyen français membre du Conseil constitutionnel. C'est ça. On n'a jamais vu un opposant nommer un cadre au Conseil constitutionnel ou bien dans une haute administration de l'État. Oui. Donc pourquoi ce qui est valable chez eux, ils le dénient à nos États? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et Gbagbo, Laurent, a nommé qui? Mais pourquoi voulez-vous diantre que ce soit mon adversaire le plus irréductible qui le nomme à cet poste? Donc, ce n'est pas les pensées, les convictions de la personne qui est nommée qui crédibilise son action. Non. C'est la légitimité dont il jouit. C'est la légitimité dont il jouit. Et M. Yaoundé a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Mais il a fait un travail remarquable. Il a fait un travail remarquable. Depuis la validation des candidatures, en passant par le premier tour, il a fait un travail remarquable qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Et de la part de la France, et de la part des États-Unis, et de la communauté internationale. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi au dernier tour, on lui dénie ce rôle-là de pouvoir trancher en dernier ressort. Répondez à la dernière question. Comment voyez-vous la sortie de cette impasse-là? Oui, la sortie de cette impasse, je voulais d'abord interpeller la communauté internationale. Parce que c'est elle qui fait qu'il y a problème en Côte d'Ivoire. Elle est venue ici pour nous aider. Il faut qu'elle nous aide. C'est tout. Maintenant, si elle ne peut pas nous aider, qu'elle nous laisse régler nos problèmes. Parce qu'en ce qui concerne les Ivoiriens, je ne pense pas qu'il y ait de problème qui ne puisse trouver solution. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Laurent Gbagbo a toujours tendu la main à ses adversaires. Parce qu'il estime que c'est dans une direction commune, voilà, que nous allons sortir le pays de cette impasse-là. Et aujourd'hui encore, il a tendu la main, voilà, à ses opposants. Mais vous savez, pour aller à une négociation, il faut être deux. Pour parler, il faut être deux. Voilà. Et donc, si vraiment en face, nos frères ont pour objectif, ont pour ambition que nous sortions de cette situation qui n'a que trop duré, qu'ils acceptent la main tendue du président et qu'ils discutent dans un dialogue républicain pour trouver une solution à la crise. Mais si vraiment il n'a pas de réponse en face, si vraiment nos frères sont arc-boutés sur leur position, mais il sera obligé. Parce qu'il a une obligation aussi de diriger le pays. Et vous le voyez, il continue de travailler en dépit de tout ce qui se passe. Il a tenu un conseil des ministres, il a demandé à ses ministres de se mettre au travail. Et ça se fait normalement. Donc j'invite véritablement tous les opposants, voilà, à revenir dans la République, à faire un effort sur eux-mêmes. Parce que les Ivoiriens les regardent. Trop de sang a été coulé inutilement. Il faut qu'on puisse sortir de cela. Voilà. Ce n'est pas forcément à la tête du pays qu'on peut se rendre utile à la République. Et donc ils viennent et qu'ils discutent franchement, sincèrement avec Laurent Gbagbo pour trouver une issue à la crise. Aux Ivoiriens, je voulais leur demander de rester sereins. Ouais. Il faut qu'on arrête de nous faire peur. Voilà. La Noël arrive, les fêtes arrivent. Ils n'ont qu'à envahir les marchés, les magasins pour faire plaisir à leurs enfants, à leurs proches. Ils n'ont qu'à aller au travail. Puisque le président de la République a fait le conseil des ministres la dernière fois.
Donc allez-y au travail. Il faut qu'ils partent au travail. Dans la vigilance, dans la sérénité, prêt à toute réaction, mais il faut qu'ils aillent au travail. Parce que c'est notre pays. Il faut qu'on travaille pour le développer. Il faut qu'on travaille pour le sortir de cette impasse-là. Personne autre que nous pouvons le faire. Donc il faut qu'on parte au travail. Et il faut qu'il y ait l'animation quotidienne, classique, dans les quartiers, dans les boîtes de nuit, dans les marchés, dans les supermarchés. Montrer qu'on n'a pas de problème. Nous. Entre nous, Ivoiriens, on n'a pas de problème. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cet entretien. Merci Damana Diab Picasse. Damana Diab Picasse est commissaire central de la CEI. Avec lui, nous avons tenté d'avoir une clé de sortie de cette impasse. Il a parlé, bien entendu, du manque de consensus au sein de la CEI. Mais vous comprenez bien que l'autre clé du mystère est détenue par Youssou Bagako, qui est le président de la CEI, qui a proclamé des résultats provisoires en dehors du délai et en dehors du cadre qu'il fallait. Merci à tous. Bonne suite de programme sur La Première.